Dans cette quatrième discussion, je vous propose de réfléchir au traitement que l'on va comparer. Alors, classiquement, on compare un traitement étudié versus un traitement contrôle ou un placebo. Le traitement à l'étudier, et en principe, on n'a pas tellement le choix, c'est celui auquel on s'intéresse, sauf que on oublie que, par exemple, une étape absolument capitale, c'est la description très précise du traitement que vous allez étudier. Quand c'est un médicament, figurez-vous que quand une firme pharmaceutique dépose un dossier en vue de l'obtention d'une AMM, certes, elle va avoir des études de phase 1, 2, 3, comme on le verra dans les discussions suivantes, mais elle va avoir un dossier pharmacologique dans lequel elle présente la molécule thérapeutique, la molécule médicamenteuse, sa formule chimique et tout le processus industriel qui est nécessaire pour la fabriquer. Et ça peut prendre parfois 100 pages. Donc la description du traitement à l'étude est quelque chose de capital. Alors pour un médicament, ça va de soi, mais quand on va étudier une intervention chirurgicale ou une psychothérapie, il faudra penser de la même façon à une description claire et précise et non ambiguë du traitement à l'étude. La question de la posologie est une question sous-estimée. Quand on prescrit un antalgique, du paracétamol, on sait ce que fait 500 mg de paracétamol, 1 g ou 2 g. On le sait parce qu'on l'a prescrit tellement de fois qu'on a une idée du type de douleur et de l'intensité de la douleur qui peut correspondre à telle posologie de médicament. Mais quand vous avez un nouveau traitement, par définition, ce traitement a été utilisé chez très peu de patients. Et en fait, c'est pas évident du tout de savoir à l'avance si c'est 1 mg, 5 mg, 10 mg ou 50 mg de traitement qu'il faudra donner pour traiter telle ou telle pathologie. Et de pas mal de molécules en fait, qui étaient authentiquement intéressantes, n'ont jamais été commercialisées, n'ont jamais pu être proposées à des patients, parce qu'elles ont été étudiées dans des études à posologie insuffisante ou trop élevée, et du coup qui avaient trop d'effets indésirables. Alors enfin, un médicament, en réalité, n'est jamais donné seul. Un médicament, d'abord, il est entouré de soins de support, c'est-à-dire on le donne, mais en plus du médicament, on va s'occuper du patient. Et bien dans une étude, il faut préciser quelles sont les modalités de soins contextuels non spécifiques dont vont bénéficier le patient, parce que c'est important pour la généralisabilité des résultats. Alors, de la même façon, il est rare qu'un médicament soit prescrit seul. Un médicament est souvent prescrit en association. Et donc vous allez comparer votre traitement A à un traitement B, mais au fur et à mesure que les patients vont être suivis, ils vont présenter de nouveaux symptômes et les médecins vont pouvoir ressentir la nécessité de prescrire d'autres médicaments. Et bien entendu, c'est susceptible d'introduire des biais dans les comparaisons des traitements A et B si les coprescriptions sont différentes entre les bras qui ont reçu A et les bras qui ont reçu B. Et donc, dans le protocole de l'étude, il faut toujours spécifier dans quelle mesure des coprescriptions sont autorisées ou pas. Et puis enfin, un traitement, c'est un traitement qui est prescrit seul ou un traitement qui est prescrit en plus d'autres thérapeutiques. Donc il se peut que le traitement que vous étudiez soit un traitement donné tout seul dans la pathologie ou en plus d'un autre traitement, comme ça peut se voir en cardiologie ou en cancérologie. Donc ces éléments ne sont pas très compliqués, mais il ne faut pas les oublier. Il faut penser à caractériser au mieux le traitement que l'on va étudier. Ça, c'est le traitement à l'étude, mais la question est d'autant plus compliquée pour le comparateur. Alors bien sûr, le comparateur, spontanément, tout le monde a en tête le placebo. Alors, quand doit-on utiliser un placebo dans une étude thérapeutique? Alors en principe, il ne faudrait pas utiliser de placebo. Puisqu'on fait une étude thérapeutique, c'est pour savoir si un nouveau traitement A est meilleur que ce que font les médecins d'habitude. Alors les médecins en principe ne prescrivent pas de placebo. Et donc montrer que A est meilleur que B, quand B est un placebo, ça n'a pas tellement d'intérêt clinique. Alors du coup, pourquoi compare-t-on assez souvent des traitements à des placebos? Alors, on l'a vu dans notre première discussion,
Parce que comparé à un placebo, ça permet de montrer que le produit n'est pas une poudre de perlimpinpin. Et que c'est quelque chose de très important pour la médecine occidentale. Elle n'est pas une médecine dite de charlatan, c'est-à-dire c'est une médecine qui propose des produits qui font intrinsèquement quelque chose. Ça n'est pas que un soin contextuel, ça n'est pas que un soin non spécifique. Le médicament fait spécifiquement quelque chose, même si cliniquement c'est pas forcément ça qui est le plus important. Idéologiquement, c'est constitutif de la médecine occidentale. Donc la lutte contre le charlatanisme. Charlatanisme. Alors ça c'est un premier point. Un deuxième point aussi, c'est que parfois on va utiliser le placebo à des fins méthodologiques. Alors je m'explique. Vous avez découvert un nouvel antidépresseur. Mais il existe déjà beaucoup d'antidépresseurs. Alors, soit vous avez fait une grande découverte et votre antidépresseur va être plus efficace que tous les autres antidépresseurs, que le meilleur qui existe déjà sur le marché, auquel cas, allez-y, et a priori, vous n'aurez pas de problème pour pouvoir développer et commercialiser votre produit. Mais en général, ça n'est pas le cas. En général, votre médicament est potentiellement peut-être un peu mieux que ce qui se fait déjà, mais par ailleurs, il est mieux toléré, ou il a d'autres effets que des effets antidépresseurs qui sont des effets intéressants. Et donc, en fait, on va dire que contre les antidépresseurs de référence, votre produit va être non inférieur. On reviendra souvent sur cette question de non-infériorité. Le problème, c'est que méthodologiquement, il suffit de mal faire un essai thérapeutique pour que vous puissiez montrer que votre produit est non inférieur à un médicament de référence. Et donc ça, c'est un problème parce que c'est déjà tellement difficile de faire un essai thérapeutique pour montrer qu'un produit est supérieur à un autre produit. C'est difficile de faire un essai thérapeutique conclusif, mais si, en plus, dans un cas de non-infériorité, il suffit de mal travailler pour prouver que vous êtes non inférieur, alors c'est une catastrophe. Les essais ne vont plus être convaincants. Et les autorités de santé, du coup, quand vous proposez de faire un essai de non-infériorité versus un médicament actif contrôle, ils imposent de mettre un placebo, ils vous imposent de montrer que vous êtes supérieur au placebo pour vous forcer de faire une étude qui sera méthodologiquement de grande qualité. Alors c'est discutable d'un point de vue éthique, on l'a déjà discuté, mais c'est une réalité méthodologique. Donc le placebo, parfois, est utilisé à des fins méthodologiques. Et puis le placebo, et ça c'est pas vraiment un bon argument, mais c'est comme ça, le placebo peut être utilisé à des fins de comparaison indirecte. C'est-à-dire que, eh bien, vous avez vous prenez un antidépresseur, tous les antidépresseurs se comparent au placebo, et très peu se comparent entre eux. C'est pas vrai, mais imaginons. Eh bien, si vous voulez comparer l'antidépresseur A à l'antidépresseur B, vous allez prendre A versus placebo, et puis B versus placebo, et puis vous regardez comme ça si A est meilleur que B. Ça s'appelle une comparaison indirecte. Dans notre avant-dernière discussion, on reviendra plus en détail sur ces comparaisons indirectes, qui bien entendu ne sont pas du tout de la même qualité méthodologique qu'un essai de comparaison directe. Donc il y a plusieurs motivations à l'usage d'un placebo. On peut se demander si ces motivations sont toutes suffisantes pour qu'on continue à faire des essais thérapeutiques versus placebo. C'est une question. C'est une question. Et en réalité, la réponse est dans cette lutte contre le charlatanisme qui continue encore à prendre une place particulièrement importante dans notre pensée médicale occidentale. Et pourquoi pas. Alors, en plus du placebo, on peut bien sûr se comparer à un comparateur actif. Heureusement, ça arrive de plus en plus. Et c'est particulièrement utile pour les cliniciens, puisqu'ils vont pouvoir savoir si ce nouveau médicament est vraiment meilleur que le médicament. Mais quel médicament? Quel médicament? Alors parce qu'on va dire le meilleur médicament qui existe dans l'indication. Sauf que, est-ce que c'est toujours facile de savoir quel est le meilleur médicament dans une indication? Tout le monde n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, d'un pays à l'autre, le médicament reconnu tacitement comme étant le meilleur dans l'indication n'est pas forcément le même.
Et puis, quelle posologie de ce médicament comparateur? Là aussi, d'un pays à l'autre, la posologie optimum d'un médicament n'est pas forcément la même. Et donc là, il y a une marge de manœuvre qui va permettre d'ailleurs parfois de faire des choses plus ou moins recommandables, notamment à la posologie. Quand vous voulez un peu tricher et que vous voulez montrer que votre traitement est meilleur qu'un comparateur actif, eh bien par exemple, vous allez prendre un comparateur actif et vous allez le faire prescrire à une posologie trop faible. Et donc comme ça, il va moins bien marcher que votre traitement à l'étude. Alors vous me direz, tout le monde va se rendre compte que la posologie est faible. Oui, mais vous pouvez dire, ah oui, mais c'est un essai international, et en fait, on a pris la posologie qui est en usage, par exemple au Danemark, et la posologie en usage au Danemark, elle est faible. Et donc, comme on incluait le Danemark, on n'a pas pu monter la posologie au-dessus de ça parce que c'était pas dans les pratiques, c'était pas autorisé. Donc, on a été contraint par la nature internationale de l'essai. Alors, la ficelle est un peu grosse, mais elle a déjà été utilisée. Mais plus astucieux, entre guillemets, parce que c'est pas une astuce recommandable, c'est utiliser une posologie forte, trop forte. Ça, c'est déjà vu. Donc, pourquoi? Parce que si vous utilisez un comparateur actif à une posologie très forte, qu'est-ce qui va se passer? Comme la posologie est forte, en général, les patients vont avoir des effets indésirables. Donc déjà, les effets indésirables vont être supérieurs aux effets indésirables de votre traitement à l'étude. Mais en plus, si les patients ont des effets indésirables, ils sont susceptibles de quitter l'étude à cause des effets indésirables. Or, il y a des techniques de gestion des données manquantes qui pénalisent les sorties d'études. Et donc, artificiellement, du fait des sorties d'études à cause de la posologie forte, votre médicament actif, son efficacité va être sous-estimée statistiquement et artificiellement, du coup, c'est votre traitement à l'étude qui va être considéré, qui va être surestimé en termes d'efficacité. Voilà. Ça peut paraître tordu, mais ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Donc, posologie et choix du comparateur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, sur lequel il faut être vigilant, surtout quand on lit les études. Alors, en plus, il y a la question de l'aveugle. On reviendra à la question de l'aveugle, mais il se peut que votre comparateur actif, par exemple du fait d'effets indésirables, il soit impossible de l'utiliser dans un essai à l'aveugle. Je prends l'exemple d'un médicament qui colore les urines. À l'évidence, le patient va voir que ses urines sont colorées, il va le dire au médecin, et ni le médecin ni le patient ne seront en aveugle, ce qui est susceptible de poser des problèmes méthodologiques d'interprétation des résultats. Alors enfin, aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est de prendre des comparateurs flexibles. Alors, flexible pour la dose, je m'explique, c'est que il est aisé méthodologiquement de comparer le médicament A à 10 mg versus le médicament B à 20 mg. Comme ça, on a une homogénéité des traitements, ce qui est susceptible d'augmenter la puissance de l'étude. Encore faut-il que les traitements à l'étude ou le comparateur, qu'on sache à l'avance qu'ils sont efficaces à telle posologie. Or, il y a des médicaments, il faut monter la posologie pour pouvoir trouver la posologie optimum pour le patient. Et donc, on peut autoriser dans l'étude à avoir des adaptations de dose. Alors ça se fait, bien entendu, c'est plus compliqué à organiser. Et quelque chose de récent et aussi de très intéressant, c'est que le comparateur ne va pas être un médicament, mais un panier de médicaments possibles. Ce qui correspond en fait à la pratique clinique habituelle. Vous avez, par exemple, dans l'épilepsie, vous avez un nouveau médicament antiépileptique que l'on donne à des patients résistants. Vous le comparez à quoi? Il existe 20-25 traitements antiépileptiques que vous pouvez prescrire. Donc en choisir un, c'est pas forcément, et montrer que vous êtes supérieur à celui-là, c'est pas forcément ça qui va montrer que vous êtes supérieur en général dans la stratégie thérapeutique. Et donc on va pouvoir faire un essai en disant, voilà, chez des patients résistants, on va comparer l'efficacité de tel nouveau médicament à un panier de médicaments, de 6-7 médicaments, que le prescripteur est susceptible d'utiliser et libre à lui d'utiliser celui qu'il veut ou pas. Alors bien sûr, méthodologiquement, ça peut être plus compliqué, surtout pour pouvoir maintenir un aveugle
avec tous les médicaments qui composent le panier. Alors, donc, la question du traitement à l'étude ou du traitement contrôle, c'est relativement facile quand il s'agit d'un médicament, encore que, mais la question se pose quand il ne s'agit pas d'un médicament. Or, il n'y a pas que des médicaments comme traitement en médecine, il y a des dispositifs médicaux, des interventions chirurgicales, des psychothérapies et des soins non conventionnels. Alors on va passer en revue rapidement les spécificités de chacun de ces types de traitements. Alors les dispositifs médicaux, par exemple un pacemaker ou par exemple un fauteuil roulant ou une machine à dialyse. Alors ce sont des traitements et donc il faut les évaluer. Alors quelles sont les spécificités de ces traitements? Alors leur mécanisme d'action est clair, c'est-à-dire qu'un pacemaker, ça envoie des impulsions électriques pour imposer un certain type de rythme à la pompe cardiaque. Voilà. Et donc, la clarté de ce mécanisme d'action va sécuriser, en quelque sorte, l'image que l'on va se faire de l'intérêt thérapeutique du produit. Et c'est là qu'on retrouve la vieille opposition entre Claude Bernard et la statistique et l'épidémiologie et la santé publique. Claude Bernard voulait évaluer les thérapeutiques à partir des causes des maladies et des mécanismes d'action des thérapeutiques qui devaient agir directement sur la cause de la maladie. Là, on est un peu dans la perspective bernardienne. Quand on sait que quelqu'un est malade parce qu'il a une arythmie, si on sait que le pacemaker envoie des impulsions électriques pour recaler son rythme cardiaque et que ça marche sur des modèles animaux, alors a priori, ça doit marcher chez l'homme aussi. A priori, mais alors est-ce que c'est évident cet a priori? C'est toujours la question entre la plausibilité d'un mécanisme d'action biologique et ce qui se passe dans la réalité. On donne de multiples exemples où la relation est loin d'être claire. Néanmoins, c'est un argument en plus. Alors après, parfois, un dispositif médical, en fait, un nouveau dispositif correspond à une amélioration technologique. On peut penser, par exemple, à un appareil de dialyse qui est amélioré parce que les techniques de dosage des électrolytes sont plus précises. Alors on ne voit pas comment, toutes choses égales par ailleurs, en améliorant la fiabilité des dosages des électrolytes, comment l'appareil ne pourrait pas être meilleur. Par principe, l'amélioration est évidente. Alors, pour évaluer aussi l'intérêt de techniques radiologiques, c'est un peu la même chose. On augmente la puissance d'un aimant d'une IRM, on améliore les algorithmes de construction des images, donc l'image va être de meilleure qualité, la résolution va être meilleure, donc le radiologue va pouvoir faire de meilleurs diagnostics. A priori, c'est évident. Alors là aussi, a priori, c'est évident. Mais dans quelle mesure ce gain correspond à quelque chose de cliniquement utile? En fait, ça mérite de faire des études cliniques parce que ce qui est évident techniquement n'est jamais complètement évident cliniquement. Alors enfin, se pose la question du progrès incrémental pour les dispositifs médicaux. C'est que très souvent, on a un dispositif médical et l'industriel l'améliore un tout petit peu à la marge et ça fait une nouvelle version du dispositif médical. Et donc, en toute rigueur, c'est un nouveau produit de santé qu'il faudrait réévaluer. Mais alors à ce moment-là, il faudrait faire des essais thérapeutiques sans arrêt. Et à la limite, on n'aurait plus de patients. Et d'ailleurs, on a montré que pour l'hémodialyse, il existe tellement d'appareils d'hémodialyse dont les versions changent sans arrêt qu'on n'aura jamais assez de patients en insuffisance rénale pour tous les tester à partir d'études de qualité méthodologique incontestable. Et donc du coup, du fait de ce progrès incrémental qui est très spécifique des dispositifs médicaux, on est obligé d'utiliser des méthodologies alternatives. En particulier, ont été proposées des méthodologies bayésiennes sur lesquelles on reviendra. Alors la chirurgie. La chirurgie d'un côté, c'est vrai que comme les dispositifs médicaux, le mécanisme d'action est clair.
vous avez une douleur dans la fosse iliaque droite, le diagnostic c'est une appendicite, donc c'est une inflammation de l'appendice, donc si on enlève l'appendice, a priori ça va mieux aller. Donc on est là aussi, l'action de la chirurgie relève de la pensée bernardienne et ça supporte pas mal l'idée que l'on se fait de l'efficacité thérapeutique de l'intervention chirurgicale. Mais est-ce que c'est si évident que ça? C'est pas si sûr. Alors, on a des contre-exemples. Vous avez une lombalgie aiguë. À l'imagerie, vous voyez qu'il y a une hernie discale. Donc vous avez le mécanisme, vous avez la cause de la lombalgie aiguë. Donc on va mettre en œuvre une intervention pour enlever l'hernie discale. Donc on a une intervention qui va agir sur la cause. Donc le problème doit être réglé. Alors parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais en plus, du fait de l'intervention chirurgicale, on peut avoir une fibrose locale et qui fait que quelques années après, on va avoir une récidive de la lombalgie qui ce coup-ci sera intraitable. Donc c'est pas parce que le mécanisme d'action est clair que l'amélioration est évidente. Alors en plus, en chirurgie, là, il y a quelque chose de spécifique et qui est un peu un tabou, c'est l'effet du chirurgien, qui est bien sûr une évidence. Quand on doit se faire opérer, on fait toujours attention au chirurgien qui va nous opérer, et tout le monde sait que d'un chirurgien à l'autre, même si la technique chirurgicale est complètement standardisée, il y a des différences d'efficacité, et donc dans les études d'évaluation des techniques chirurgicales, bien sûr qu'il faudra prendre en compte l'effet chirurgien. Or, ce qui se passe, c'est que quand vous évaluez une nouvelle intervention chirurgicale, ce sont des chirurgiens haut de gamme, ultra spécialisés, qui utilisent la nouvelle intervention. Alors, dans la chirurgie, un autre problème méthodologique concerne le comparateur. Alors, est-ce qu'on compare une intervention chirurgicale à un placebo? Qu'est-ce que c'est qu'un placebo d'intervention chirurgicale? Alors, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, et il y a même eu des tentatives d'intervention chirurgicale placebo avec des cicatrices et des choses comme ça. On peut discuter en termes éthiques, mais penchons-nous sur les questions méthodologiques. Alors, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? On a vu tout à l'heure que le principal intérêt du placebo, c'était montrer que ce que l'on faisait ne relevait pas du charlatanisme et que ça avait une efficacité intrinsèque. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'a priori, une chirurgie, ça fait intrinsèquement quelque chose. Le chirurgien a un geste et enlève l'hernie discale ou enlève l'appendice. Donc il s'est passé quelque chose. Et en fait, la vraie question de la chirurgie, c'est est-ce que ça fait du bien aux gens ou pas de bien? Et donc une intervention chirurgicale devrait être comparée à un autre soin. Ici, la notion de placebo est une notion très discutable et pour le moins. Alors après, quel comparateur? Là aussi, on peut comparer. Alors, dans le cancer de la prostate, on peut comparer une prostatectomie élargie à une radiothérapie. Dont acte. On peut comparer dans la lombalgie aiguë une intervention chirurgicale à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Dont acte. Après, alors, on peut se poser la question, en lien avec le placebo d'ailleurs, oui, mais alors, on trouve que la chirurgie marche dans une lombalgie aiguë, par exemple, mais est-ce que c'est la chirurgie qui marche en tant qu'intervention anatomique, ou est-ce que c'est l'effet chirurgie qui est symboliquement tellement fort pour un patient? J'ai eu une anesthésie générale, on a ouvert mon dos avec un bistouri, on est allé travailler au plus près de ma colonne vertébrale. Ça a un impact symbolique très fort et cet impact symbolique peut être thérapeutique. Et du coup, certains vont dire qu'en fait, la chirurgie pourrait avoir une forme d'effet placebo. Eh ben c'est pas grave quelque part. Alors c'est une question qui peut être posée par les chirurgiens. Donc on peut l'aborder en tant que tel scientifiquement, et la réponse à cette question méthodologiquement sera compliquée. Mais au-delà de ça, en termes de santé publique, en termes cliniques,
d'intérêt de la thérapeutique chirurgicale, finalement cette question n'est pas si importante. Que ça soit le geste chirurgical ou l'intervention intrinsèquement qui améliore le patient, si le patient va mieux à court, moyen et à long terme par rapport à un traitement alternatif et que c'est pas très cher, eh bien dans le tact il faut le faire. Alors bien sûr, la question du long terme vient d'être mentionnée, c'est une question importante en chirurgie parce que des effets indésirables, des effets curateurs peuvent être très importants à long terme et donc on peut avoir une chirurgie peut-être à court terme moins efficace qu'un traitement pharmacologique mais qui sera plus efficace à long terme. Et puis on peut avoir le contraire, on peut avoir des effets indésirables qui ne surviennent que sur le long terme, d'où l'intérêt de réaliser des études à long terme en chirurgie. Alors en psychothérapie, en fait la psychothérapie par certains aspects est proche de la chirurgie, en particulier parce qu'il y a un effet psychothérapeute important comme il y a un effet chirurgien. Alors on a vu tout à l'heure qu'il fallait décrire dans le détail une nouvelle thérapeutique, et ça c'est particulièrement important pour les psychothérapies. Quand vous évaluez une nouvelle thérapie, il faut la décrire dans le détail, c'est-à-dire si c'est une thérapie psychanalytique, si c'est une TCC, eh bien vous devez décrire la formation du psychothérapeute, comment il a été formé, comment il reçoit le patient, quel est le contenu de la première séance, des séances suivantes, qu'est-ce qui fait qu'il va plutôt s'engager dans tel type de relation médecin-malade plutôt que dans tel autre, etc., etc. Et donc aujourd'hui, quand on évalue une psychothérapie, on dit qu'elle est manualisée. On écrit un manuel qui, dans le détail, décrit tout ce qui se passe dans le but de pouvoir généraliser l'effet de la psychothérapie à d'autres thérapeutes que ceux qui ont été inclus dans l'étude. Alors, au-delà de la description, il faut aussi, et là c'est plus compliqué que dans la chirurgie ou dans les dispositifs médicaux, il faut s'intéresser aux mécanismes d'action. On doit, toute thérapeutique doit pouvoir justifier d'un certain mécanisme d'action. Alors vous pourriez dire que c'est un reliquat de la pensée de Claude Bernard, de cette pensée mécaniste, dont acte peut-être, mais en tout cas c'est la réalité. Quand nous utilisons un traitement, nous médecins, quand un patient reçoit un traitement, il est en mesure de demander mais finalement ce traitement il marche comment? J'aimerais savoir comment marche ce traitement que vous allez me proposer. Alors pour la plupart des psychothérapies, on a ça, les thérapies cognitivo-comportementales ont quelque part des éléments de mécanismes d'action et d'ailleurs il en est de même des psychothérapies psychanalytiques. Les textes de Freud étayent les mécanismes d'action à leur façon, selon des théories qui ne sont pas des théories bernardiennes pour le coup, parce que ça n'est pas de la physiologie ni de la biologie, mais mécanisme d'action ne veut pas dire forcément mécanisme d'action en lien avec la biologie. Et d'ailleurs, à propos de Claude Bernard, effectivement, c'est une interrogation en lien avec l'évaluation des psychothérapies, parce que Claude Bernard ne donne pas d'outils pour pouvoir comprendre comment une psychothérapie est efficace. Puisque Claude Bernard, c'est une pensée physiologique, et aujourd'hui, la physiologie n'est pas tellement utile, et même pas utile du tout, pour le dire vite, pour savoir si une psychothérapie est efficace et comment elle est efficace. Et or, Claude Bernard, c'est l'autorité. Claude Bernard est à l'origine d'un autoritarisme biologique, il y a des gens qui disent ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mécanisme d'action biologique, alors en fait, même si vous avez un mécanisme d'action, c'est moins fort. Et puis Claude Bernard, comme c'est de la biologie et de la physiologie, ça il est à l'origine d'une marginalisation de l'esprit. Et c'est vrai que dans notre médecine occidentale, les questions d'esprit, c'est un peu considéré comme un peu marginal. D'ailleurs, on dit souvent que quand un malade a des symptômes en lien avec des choses psychiatriques, que c'est un peu un malade imaginaire. Et on dit ça parce que il n'est pas congruent avec les représentations dominantes que l'on se fait des maladies qui sont issues de la physiologie et de Claude Bernard. Et donc du coup, à cause de ça, ce que l'on observe en pratique, c'est que les exigences méthodologiques pour évaluer les psychothérapies, elles sont plus importantes que les exigences méthodologiques
pour évaluer des médicaments et encore particulier pour évaluer des interventions chirurgicales. Alors que c'est pas très juste parce que finalement, une psychothérapie ou une intervention chirurgicale, ce sont des soins très thérapeute dépendants, très expérience dépendants, mais avec la chirurgie, tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde a l'impression de voir ce qui se passe, et donc du coup on va accepter l'efficacité du soin beaucoup plus facilement, alors que pour la psychothérapie, comme c'est de l'esprit, on va être très suspicieux. Alors pour les psychothérapies, méthodologiquement se pose aussi la question du comparateur. Alors, la question du placebo, un peu comme en chirurgie, un placebo de psychothérapie, est-ce que ça fait sens, hein? Puisque les placebos, c'est pour se soustraire de l'effet contextuel ou de l'effet non spécifique. Mais finalement, une psychothérapie, c'est un soin contextuel. Donc, du coup, la notion de placebo est pas très pertinente. Alors, quel comparateur on peut utiliser pour évaluer une psychothérapie? Alors, on peut se comparer à un médicament, on peut se comparer à une autre psychothérapie. Et puis quand on veut un comparateur neutre, plutôt que prendre un placebo, on va prendre, alors parfois il y a des listes d'attente. Mais bon, c'est un peu, c'est pas très juste parce que en général les patients dans les listes d'attente sont fâchés et donc ils ressentent plus durement l'évolution de leur pathologie. Donc ça biaise l'efficacité des psychothérapies. Donc plutôt que de prendre des listes d'attente, on peut prendre un soin minimal. Par exemple, des groupes de patients où des soignants, des infirmiers par exemple, ou des infirmières expliquent la pathologie aux patients. Alors ça c'est pour les psychothérapies. Pour les soins non conventionnels, l'acupuncture, etc., c'est un peu le même principe. Il y a un effet soignant très important. Il faut décrire le soin. Il faut décrire le soin. Il faut décrire ce que c'est qu'une séance d'ostéopathie, d'acupuncture, de mésothérapie, c'est indispensable. Alors la question du mécanisme d'action est particulièrement sensible là, parce que il faut être honnête, autant dans les psychothérapies, on a des mécanismes d'action, alors avec les thérapies cognitivo-comportementales, il y a un background scientifique, avec la psychanalyse, il y a un background aussi, mais qui est moins scientifique, mais alors les mécanismes d'action dans les soins non conventionnels, apparaissent souvent un peu farfelus pour le clinicien de la médecine occidentale, hein, avec beaucoup de notions énergétiques, de méridiens, de choses comme ça, qui paraissent pas très sérieuses et qui d'ailleurs souvent ne sont pas soutenues par des preuves expérimentales. Et donc, du coup, le niveau d'exigence que l'on va demander pour évaluer un soin non conventionnel va être d'autant plus important que le mécanisme d'action est pas clair. Alors là aussi, bien sûr, les soins non conventionnels comme les psychothérapies vont subir le fait qu'elles sont pas très compatibles avec la pensée bernardienne. Alors la question du placebo. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais ces soins conventionnels, c'est juste des placebos ». Alors, d'abord, peut-être, et d'ailleurs, c'est potentiellement utile d'étudier ça. Ça a été fait beaucoup en acupuncture. Donc, il y a des placebos d'aiguilles d'acupuncture que l'on plante et en fait, l'aiguille ne pénètre pas vraiment et ni l'acupuncteur ni le patient ne savent que l'aiguille n'a pénétré qu'un tout petit peu. Donc, on peut faire placebo en double aveugle. Et alors, un autre placebo d'acupuncture, c'est au lieu de piquer sur le méridien, on pique un peu à côté. Donc ces études ont été faites de nombreuses fois et globalement elles montrent que effectivement l'efficacité le plus souvent est la même. Et donc du coup on va dire l'acupuncture en fait c'est un super placebo. Alors peut-être, d'accord. Et donc du coup on va dire donc ça marche pas vraiment. Et c'est là qu'on en revient à une discussion que nous avons eue avant, ça dépend ce qu'on appelle vraiment. Si marcher vraiment, c'est faire vraiment quelque chose au patient, alors peut-être qu'on peut pas dire ça, peut-être que finalement l'acupuncture fait vraiment quelque chose si, par exemple, en comparaison avec un placebo de paracétamol, ou même en comparaison avec du paracétamol, il se peut que l'acupuncture soit supérieure, parce qu'il se peut que l'acupuncture soit un placebo extraordinairement efficace, et donc plus efficace qu'un placebo de médicament, ou plus efficace que le paracétamol, qui n'est quand même pas un antalgique extrêmement puissant. Donc,
comparer un soin non conventionnel à un placebo, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément la réponse à la bonne question. Du coup, la question du comparateur des soins non conventionnels est une vraie question. Et là, à ce moment-là, il faut revenir à la clinique. Hein, et un comparateur pertinent pour, par exemple, l'ostéopathie dans le traitement des lombalgies aiguës ou chroniques, eh ben, pourrait être un anti-inflammatoire non stéroïdien, puisque dans la stratégie thérapeutique, c'est une alternative thérapeutique reconnue. Alors, en ce qui concerne les médicaments. Alors on pourrait dire oui, les médicaments au moins c'est un produit industriel. Donc du coup, ça se prête vraiment très bien à l'étude statistique parce que là, on va pas avoir d'effets chirurgiens, on va pas avoir d'effets psychothérapeutes qui sont compliqués. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais maintenant il y a beaucoup de données qui prouvent que quand on évalue des psychothérapies, en fait, la variance due à l'effet psychothérapeute est comparable à la variance due à la différence entre les thérapies. Ça ne veut pas dire que les thérapies sont toutes les mêmes, ça veut dire que l'effet thérapeute est très important. Alors bien sûr, entre deux chimiothérapies anticancéreuses, le fait que ce soit le médecin A ou le médecin B, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc du coup, les études statistiques sont particulièrement utiles pour évaluer un médicament qui est un objet très reproductible. Mais donc, on en vient à oublier que même quand on prescrit un médicament, il y a un effet prescripteur. Et alors, on l'oublie tellement que je ne connais aucune étude, j'en ai lu beaucoup, une étude randomisée dans laquelle on se demandait est-ce que les médecins femmes, possiblement, ont une meilleure efficacité avec le produit que les médecins hommes. Hein. Donc, dans l'étude, je montre que A est meilleur que B. Mais peut-être que la différence entre A et B est plus grande chez les femmes que chez les hommes, plus grande chez les médecins âgés que chez les médecins jeunes, plus grande chez les médecins en secteur 2 que les médecins en secteur 1, etc. Un tel résultat serait potentiellement intéressant. Et le pire, c'est que souvent, on a les données. Dans les études randomisées sur les médicaments, on sait si les médecins sont plus ou moins âgés, leur expérience, le nombre d'années depuis la thèse, si ce sont des hommes ou des femmes. Et je n'ai jamais vu une seule étude qui étudiait l'interaction entre les caractéristiques du prescripteur et l'efficacité du médicament. C'est bien le signe qu'on considère que le médicament, la prescription médicamenteuse est un geste industriel dans lequel le prescripteur intervient peu. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux et c'est même délétère sur la pensée clinique et la pensée médicale. Alors, heureusement, c'est en train de changer et grâce aux bases de données, on commence à avoir des études publiées dans de bonnes revues, et là j'en cite deux en exemple, qui étudient, alors pas dans le cadre de l'évaluation de médicaments, mais en général, l'effet du genre sur la survie des patients âgés, donc c'est à partir du Medicare américain. Est-ce que les médecins hommes conduisent à un pronostic vital inférieur ou supérieur de leurs patients par rapport aux médecins femmes? Et est-ce que vous connaissez la réponse? Eh bien, c'est les médecins femmes qui ont un pronostic vital supérieur pour leurs patients. Il y a une petite différence, elle est en gros, chez les patients âgés, à terme, on observait avec les hommes 11% de décès et avec les femmes, quelque chose comme 10,5%, si je me souviens bien. Donc une petite différence, mais une différence statistiquement significative et qui est quand même cliniquement non négligeable. De la même façon, à titre d'anecdote, on a regardé des liens entre l'âge du physicien, l'âge du médecin et le devenir, la mortalité des patients dans le Medicare. Et alors le résultat là aussi est intéressant. Donc on a une courbe, la mortalité fait comme ça en fonction de l'âge du clinicien. Et là on a à peu près 60 ans. Donc entre 30 et 60 ans, l'outcome, la mortalité des patients est à peu près stable. Et puis quand le médecin a plus de 60 ans, on a un pic de mortalité. Mais alors, et ça, en ajustant sur les caractéristiques cliniques des patients, alors, tant que faire se peut, bien entendu.
Parce qu'il est possible, hein, c'est pareil pour les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes ne prennent pas des patients, il y a les mêmes niveaux de sévérité, ou que les médecins vieux ou les médecins jeunes, et de la même façon, s'occupent pas des mêmes types de patients. Mais bon, un minimum de covariables d'ajustement avait été utilisé dans ces études. Alors, les auteurs suggèrent que ou après 60 ans, eh ben, on n'est pas tellement au courant et du coup, on est un moins bon médecin. Ou alors, peut-être qu'après 60 ans, eh ben, il y a moins d'acharnement thérapeutique. Quand un médecin a plus de 60 ans, peut-être il se représente mieux ce que c'est que d'être un patient âgé, et peut-être qu'il y a moins d'acharnement thérapeutique. Voilà. En tout cas, c'était des anecdotes, mais ce sont des anecdotes qui montrent que ces interrogations se posent de plus en plus, et elles doivent se poser de plus en plus, parce que évaluer un traitement, c'est évaluer un traitement plus un prescripteur qui fait la prescription.